beaucoup, merci pour cette invitation. C'est avec grand plaisir que je présenterai le rôle de l'école maternelle. Alors, rapidement, je travaille à l'école maternelle depuis 17 ans. J'ai commencé au collège, en SECPA, avec des élèves qui étaient orientés en voie pré-professionnelle finalement. Et puis, j'ai travaillé également, par la suite à l'école élémentaire en me disant qu'il y avait vraiment des éléments qu'il fallait reprendre, précédemment et finalement, je me suis spécialisée à l'école maternelle, parce que rapidement, je me suis rendu compte que lorsque les bases n'étaient pas posées, c'était, pour les enfants compliqué de pouvoir, percevoir, comprendre certaines notions lorsqu'il n'y avait pas les bases. J'ai, participé donc j'ai écrit un livre qui s'appelle «Discerner difficultés et besoins spécifiques dès l'école maternelle» en 2019. Parce que je me suis rendu compte que pour certains élèves, des indices permettaient de repérer des éléments qui, alertaient, vraiment sur des choses qui pouvaient perdurer par la suite et qui pouvaient être des éléments de besoins spécifiques, qui sont repérables dès la moyenne section. Et ça a été le cas pour mes 2 fils, qui ont, pour l'un, des troubles spécifiques de l'écrit et pour l'autre, un trouble, du développement de la coordination. Et dès l'école maternelle, effectivement, j'ai vu des éléments, donc je me suis spécialisée, j'ai repris mes études et je me suis spécialisée, dans les besoins spécifiques. Alors non pas en tant qu'enseignante, spécialisée, mais en tant que technopédagogue, c'est-à-dire, que je travaille avec des outils de compensation pour des élèves qui ont des besoins spécifiques à partir du moment où ils ont un diagnostic, de troubles dits dyslexie, dysgraphie, dysorthographie et ainsi de suite. Par ailleurs, je travaille également pour un public, enfant TSA, avec, des enfants qui ont, des troubles du spectre autistique. Et donc nous avons créé des jeux qui permettent de manipuler et de mieux rentrer dans le langage grâce à des magnettes. Voilà, donc je suis devenue formatrice, hein, ça fait partie des études, du cursus d'études, lorsque j'ai repris et je forme des enseignants et des professionnels de l'éducation, des AESH pour, mieux accompagner des enfants dits, atypiques, neuroatypiques, voilà, puisqu'il y a des appellations qui sont comme ça, qui peuvent être, perçues comme un peu violentes pour certains parents, mais qui permettent tout de même de nommer, des éléments sur lesquels on peut travailler par la suite. L'idée n'étant pas de stigmatiser, bien évidemment. Alors, le sujet de cette petite conférence, c'est vraiment de comprendre ce qu'on apprend, quels sont les apprentissages fondamentaux à l'école maternelle durant les 3 années. Donc, je vais me permettre de les présenter, rapidement, ce qui va vous permettre à vous de percevoir un peu le nombre de compétences, parce que ce sont 3 années, durant lesquelles les enfants arrivent, avec un langage assez incertain, des prononciations, parfois on est dans l'ordre du décryptage, hein, du décodage et puis, petit à petit, on voit une évolution, absolument fabuleuse. Donc, 3 années tout à fait essentielles pour, structurer le langage, développer l'articulation et on le verra, développer la logique mathématique. Et principe fondamental de l'école maternelle tout de même, c'est tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser à leur rythme. Parfois, on a l'impression que c'est très lent, mais tout de même, c'est en marche. Et donc, c'est par la répétition, la patience et la manipulation qu'on va parvenir à faire évoluer les choses. Alors, rapidement, les objectifs de l'école maternelle, tout d'abord, c'est
pour commencer, donner envie d'aller à l'école pour apprendre. Que ça soit un plaisir, que l'enfant se lève le matin pour retrouver les copains, les copines et savoir que dans la classe, on va jouer. Alors oui, on joue pour apprendre, mais on joue et grâce à ces jeux, on va pouvoir épanouir la personnalité de l'enfant. Comment? Bah, tout simplement, en lui montrant que plus il va rentrer dans les jeux en respectant les autres et en étant dans le respect des règles du jeu et plus les éléments d'interaction seront riches avec les autres. On travaille sur la curiosité du monde qui l'entoure, donc ça va vraiment de ce qui se passe dans la classe, dans la nature et on est dans un environnement de plus en plus large. Une socialisation, qui est vraiment l'une des compétences fondamentales, à acquérir à l'école maternelle. Ben, ça fait vraiment partie des éléments un petit peu difficiles en petite section, par exemple, lorsque, les enfants ont à prêter des jouets, partager, et parfois, se faire violence, quand, il y a une frustration et qu'il n'est pas possible d'avoir tout de suite, ce que l'enfant a envie d'avoir et finalement, petit à petit, les enfants comprennent que en étant dans cette acceptation, l'esprit de la classe, se met en place et les choses évoluent de façon très, très positive. Et en général, voilà, dès la moyenne section, les enfants sont, dans le partage et dans le jeu et dans la collaboration. Et justement, voilà, c'est la petite vignette suivante, apprendre à collaborer avec les autres, notamment par le jeu. Ça fait vraiment partie d'un élément tout à fait central, que ça soit des jeux de plateau ou des jeux d'imitation, qui sont, dispatchés dans la classe. Et l'idée, c'est de développer la confiance, donc dans son pouvoir d'agir et d'interagir avec les autres et de penser, le fait d'affirmer, le fait de se positionner dans une posture quand on imite, maman, quand on imite papa, quand, on est en train de construire quelque chose, voilà. Et donc l'idée, c'est, pour l'enseignant de proposer une diversité d'apprentissage et de favoriser justement ces interactions pour essayer de les enrichir le plus possible. Et dernière vignette, puisque vous avez vu là, j'ai tourné donc, dans le sens des aiguilles du monde de façon tout à fait naturelle. L'idée, c'est de respecter le rythme de développement des enfants et effectivement d'échanger sur les émotions. Il y a eu une colère. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette colère? Qu'est-ce qui a été difficile? Et donc on est sur le fait de nommer les émotions, pourquoi elles arrivent et de les surmonter réellement pour, passer à d'autres caps de développement, hein. Donc l'un des premiers domaines, donc il y a 5 domaines d'apprentissage tout d'abord et l'un des premiers domaines, c'est mobiliser le langage de toutes ses dimensions. Langage oral dans un premier temps et progressivement langage écrit. Deuxième domaine, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Et ce n'est pas pour rien si ce domaine est en deuxième position, parce que vous le savez, les enfants d'âge maternel ont tout à fait besoin d'être en activité pour comprendre les choses. Il ne s'agit pas juste du sport pour le sport, mais bien de tester l'équilibre, tester les appuis. Comment fait-on pour lancer, lancer loin? Comment fait-on pour sauter, développer la coordination? Et toute cette coordination qui est travaillée à travers les activités physiques permettent aux enfants de développer également l'ensemble de leur motricité. Troisième domaine, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Là encore, c'est un domaine tout à fait fondamental à l'âge des enfants en école maternelle, étant donné que en passant par des tests
des gestuels, le fait d'appuyer, le fait de froisser, le fait de déchirer, le fait d'être dans des motricités fines et des tests de matière ou de matériaux. Tout ça, non seulement complète toute sa découverte en ce qui concerne la curiosité d'une façon générale, mais également au niveau de tout ce qui est perception sensorielle. Et là encore, nous sommes dans un domaine tout à fait essentiel qui permet aux enfants d'enrichir leur univers et de faire des liens entre les différents éléments. Domaine suivant, acquérir les premiers outils mathématiques. Là, nous sommes en train de nommer tout ce qui concerne la logique mathématique. Et cette logique mathématique, elle est tout à fait basée autant sur les grandeurs et les formes, nous verrons tout à l'heure, et également tout ce qui concerne la logique du nombre, du dénombrement également. Alors, lorsqu'on parle de mobiliser le langage dans toutes les dimensions, on va vraiment de l'oral lorsque l'enfant arrive à l'école. L'idée, c'est de lui apprendre à rentrer en communication avec des adultes qu'il ne connaît pas au préalable, de développer la confiance dans les adultes qui sont présents à l'école et de développer la communication qui n'est pas basée juste sur la pratique, mais petit à petit sur des notions de plus en plus abstraites. L'idée, c'est également de comprendre, évidemment, et d'apprendre et de structurer le langage sur ce que je comprends et comment je retransmets les idées que j'ai perçues, que j'ai reçues. Échanger, réfléchir avec les autres, ça c'est vraiment un élément très intéressant parce que petit à petit, il va falloir apprendre à écouter les autres et à les écouter assez pour pouvoir avancer dans une réflexion commune. C'est en général en fin de moyenne section, grande section, que ces échanges sont de plus en plus riches. En moyenne section également, on commence à acquérir une conscience phonologique, c'est-à-dire qu'on travaille sur des sons et à travers la musique dans un premier temps, puis la reconnaissance de sons du quotidien et de ce travail sur des éléments très concrets. Petit à petit, on va aller vers l'écoute des mots et la comparaison de mots et l'écoute de sons dans certains mots. Évidemment, le rôle du vocabulaire et de l'enrichissement du lexique, c'est tout à fait fondamental à l'école maternelle, puisqu'on sait qu'un enfant qui n'a pas assez de vocabulaire rentre plus difficilement dans la lecture par la suite. On y reviendra. Acquérir et développer la syntaxe, là on est vraiment dans le fait de structurer des phrases. Alors, en petite section, l'attente est vraiment d'être sur des phrases tout à fait simples et petit à petit, des phrases avec des compléments, avec des propositions afin de préciser davantage tout ce qui est vu ou compris. La conscience phonologique, nous l'avons cité, et l'éveil de la diversité linguistique. Vous êtes évidemment très bien placé pour ce domaine-là, où on fait écouter à l'enfant des langues différentes et on peut apprendre différentes comptines dans différentes langues. Et l'idée, c'est vraiment de comparer et de pouvoir par la suite saisir les différences et travailler sur les différences des accents et de pouvoir s'en saisir pour rentrer dans une langue par la suite, puisqu'on sait que c'est à l'école maternelle, en tous les cas,
à cet âge entre 3 et 6 ans où l'éveil linguistique est très, beaucoup facilité, nous dirons. En ce qui concerne l'écrit, tous les jours, en général, il y a une écoute d'histoire et l'idée, c'est juste de comprendre également ce qui se passe dans l'histoire et pas juste en regardant des images, mais bien petit à petit en étant dans la réception de l'histoire, en écoutant sans regarder des images, par exemple. Là, c'est vraiment ça fait partie des attendus de fin de maternelle. Les enfants doivent, comprendre un texte sans forcément avoir vu des images en tant que support, ce qui permet de s'assurer que les enfants aient bien compris le langage et non pas juste le visuel. Petit à petit, en grande section, alors évidemment, hein, voilà, c'est une grande section, c'est vraiment l'aboutissement de tout le travail, progressif, sur la découverte de la fonction de l'écrit. Donc on est vraiment dans la comparaison de documentaires, à quel moment on utilise un documentaire, une recette, un article de journal, un album et donc on va bien permettre aux enfants de prendre conscience de l'usage des différents écrits, et de bien saisir à quel moment on se saisit de tel ouvrage ou tel ouvrage. Évidemment, les enfants commencent à produire des écrits, alors d'abord, tout simplement en recopiant, des modèles, qui sont proposés quand on travaille sur une thématique et puis petit à petit, lorsque les séances de phonologie ont permis de travailler de l'encodage, c'est-à-dire de passer de ce qu'on, des sons, ce qu'on appelle les phonèmes, de passer des sons à, à l'écriture, hein, d'accord, de passer des phonèmes au graphème, et bien là, on est vraiment dans le fait de commencer à pouvoir produire des écrits et à devenir autonome pour écrire seul. Son prénom, là, c'est répété, mais le mot vélo ou des mots qui sont très faciles à déchiffrer, et petit à petit à proposer donc des écritures pour les mots qui sont entendus. On est sur des mots simples. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, là, on est davantage sur le fait d'agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets. Il s'agit donc de manipuler des ballons, d'avoir des parcours sur lesquels donc adapter ses équilibres et ses déplacements, pardon, je vais aller trop vite, à des environnements et des contraintes variées. Là, il s'agit de parcours installés dans une salle et les enfants vont ramper, grimper, marcher en équilibre, parfois avec quelque chose sur la tête et l'enfant devra le garder le plus longtemps possible avec des petits défis comme ça. Communiquer avec les autres à travers des actions à visée expressive ou artistique, là on est vraiment dans la danse, également dans tout ce qui est jeu d'imitation, jeu de miroir, pour être sur des imitations d'expression. Et poser là, ça peut être tout à fait de l'acrosport, où les enfants sont par 2 ou plus et font une figure à plusieurs. Donc là, il faut communiquer, se mettre d'accord, qui va être en dessous, qui va être à côté, voilà, se coordonner. Et l'idée, c'est vraiment de collaborer pour créer une figure ensemble. Ça peut être également le fait de faire de participer à des jeux collectifs, hein, ou alors des bases de lutte. Alors quand on dit lutte, c'est pas de la lutte sauvage, hein, c'est vraiment les bases, les règles du jeu de lutte où les enfants ne doivent pas sortir du tapis, mais doivent avoir une action pour retourner le partenaire sans lui faire mal. Donc on est vraiment dans le respect de l'autre et en même temps on joue et on trouve des stratégies. L'idée, c'est vraiment d'être dans ce développement des stratégies en collaboration avec les autres.
agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, là, nous sommes dans le troisième domaine. Et comme je vous l'expliquais, l'idée, c'est de développer donc le goût des pratiques artistiques. Hein, c'est un moment de détente, c'est un moment de découverte, c'est un moment de lâcher prise. C'est-à-dire que parfois, il y a des consignes précises et parfois, c'est juste le plaisir de participer à un atelier de peinture libre ou autre, hein, ça peut être du modelage. Découvrir différentes formes d'activités artistiques, où là, on est justement entre 2 dimensions, 3 dimensions. Est-ce qu'on va être dans la reproduction? Si je commence à mettre de la peinture sur une pochette en plastique et que je mets plusieurs feuilles les unes après les autres, je vais avoir différentes teintes. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça peut me servir de fond? Voilà, bon, c'est infini, hein. Euh, Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix, là on est vraiment dans les activités artistiques, dans le sens où lorsque j'ai des émotions, je peux tout à fait avoir un espace à un moment donné dans la classe dans lequel je vais pouvoir euh, exprimer mes émotions autrement que par la parole si je ne suis pas à l'aise avec la parole. Et donc, je vais pouvoir passer par du modelage, ça peut être de la pâte à modeler ou autre, hein. Mais en tous les cas, l'idée, c'est vraiment d'être dans le passage de l'émotion dans une gestuelle et de revenir par la suite, par contre, à travers les mots sur ce qui a été exprimé dans la production. Donc, vous l'avez compris, production plastique et visuelle, on est dans dessiner, s'exercer au graphisme décoratif, là on est dans des choses de plus en plus précises, hein. Ça peut être, au début c'est très basique, hein, c'est ligne horizontale, ligne verticale, ligne oblique, et on passe aux lignes brisées, et puis ensuite on passe au rond, au point, voilà, il y a une progression comme ça. Donc, l'idée de se ressaisir de tout ce qu'on fait dans le domaine de l'écrit pour le graphisme et de pouvoir, grâce à toute cette mobilisation de connaissances, enrichir les productions. Dans ce domaine, il y a également l'univers sonore, avec tout l'apprentissage des comptines, et puis le fait de jouer avec des sons pour développer son articulation. Vous avez compris qu'il y a vraiment un lien très très fort entre les différents domaines, puisqu'en fait, globalement, on favorise le développement de l'enfant en intervenant sur différents points, mais tout est lié pour que l'enfant puisse vraiment s'épanouir et favoriser son développement spectacle vivant, il s'agit de théâtre. Et dès la petite section, on peut faire avec des marionnettes et faire des petits spectacles de théâtre, évidemment enrichis au fur et à mesure des années. Quatrième domaine, donc les premiers outils mathématiques. Je vous ai parlé de la découverte des nombres, donc ça va vraiment du fait d'exprimer les quantités. Et là, on est sur du comptage. Et là, c'est vraiment un apprentissage qui est rigoureux parce que très souvent, les enfants, lorsqu'ils comptent, passent très rapidement, en fait. Ils n'arrêtent pas leurs doigts, ils continuent à compter. Donc ça, c'est une coordination main-œil qui prend du temps à acquérir. Donc, c'est vraiment le fait de compter et d'aller doucement pour compter, pour dénombrer, c'est tout un apprentissage. Ça prend parfois de nombreuses séances et parfois, pour certains enfants, c'est rapide. Enfin, bon, ça dépend vraiment, mais c'est là aussi un cap à passer. Stabiliser la connaissance des petits nombres, puisqu'on sait maintenant que pour avoir vraiment la notion des nombres, il faut avoir travaillé longtemps sur ce que représente un nombre en tant qu'unité. Et en ayant conscience de cette unité, plus une unité, plus une unité, on a vraiment la conscience du nombre et non pas juste de chiffres côte à côte. Voilà, ça fait vraiment partie des notions essentielles de l'école maternelle.
Et ça rejoint tout à fait le point suivant. Nous sommes dans une numération positionnelle où une unité, une dizaine, une centaine n'ont pas la même valeur dans un nombre positionné. On apprend aux enfants également à résoudre des problèmes avec une logique et avec une notion de partage, une notion d'addition. Voilà, on pose vraiment les prémices de ce qui sera développé par la suite. Écrire les nombres avec les chiffres, donc acquérir la suite orale. Donc, ce qui est attendu en fin de grande section, c'est de savoir compter jusqu'à 30. Il y a la difficulté de passer de 9 à 10 et puis ensuite de 19 à 20 et de 29 à 30. Ça, c'est vraiment le passage de la dizaine, c'est une difficulté qui est récurrente. Mais voilà, ce qui est attendu, c'est en fin de grande section, les enfants doivent savoir compter jusqu'à 30. Et quand on dit savoir compter, c'est ce qu'on appelle la comptine numérique. C'est vraiment voilà, de passer de 1, 2, 3, voilà, ce qu'on appelle la comptine numérique. Ça n'est pas dénombré. On ne demande pas à un enfant de dénombrer 30 objets. C'est vraiment deux choses qui sont différentes au niveau des attentes. Et comme je vous le disais, dans les premiers outils mathématiques, il y a également le fait de reconnaître des formes, de reconnaître des grandeurs et de jouer avec des suites organisées, ce qu'on appelle algorithmes, c'est-à-dire d'avoir un rond, un carré, un triangle et de recommencer un rond, un carré, un triangle et ainsi de suite. Ça peut être avec des formes, ça peut être avec des couleurs. L'idée, c'est vraiment de petit à petit passer dans une logique plus abstraite. 5e domaine, c'est explorer le monde. Donc, on a parlé de l'importance de la curiosité tout à l'heure, dans la présentation de ce qui était tout à fait développé et les missions de l'école maternelle. Donc voilà, donc dans explorer le monde, on a deux énormes domaines qui sont se repérer dans le temps. Donc là, on est vraiment comment fait-on pour se repérer dans le rythme d'une journée? Donc le déroulement d'une journée avec des étiquettes qui représentent l'arrivée à l'école, le rituel, le temps de regroupement, le début des activités, voilà. Et tout ça, c'est très, très ritualisé pour que l'enfant perçoive la succession des différentes activités et petit à petit prennent des repères dans un premier temps sur une demi-journée et puis après sur une journée complète et puis après sur une semaine et un mois et les événements, savoir repérer des événements et on lui apprend à repérer ce qui est intervenu avant, ce qui interviendra après, pour qu'il puisse avoir des repères de avant, après, et qu'il puisse s'en saisir et s'en servir lorsqu'il raconte une histoire pour structurer cette histoire. Ensuite, il y a évidemment l'espace, se repérer dans la classe, au sein de l'école, et puis petit à petit dans des environnements qui peuvent être inconnus lors d'une sortie. En grande section, on attend de l'enfant qu'il commence à savoir représenter l'espace. Donc, pareil, on peut passer par des maquettes, on peut passer par du dessin, on est vraiment sur du 2D ou du 3D. Là encore, il peut y avoir du lien entre l'art plastique et explorer le monde dans ce domaine spécifique. Et découvrir l'environnement, ça peut être lors d'une sortie à la bibliothèque, le fait de découvrir sur le trajet l'environnement et puis de parfois bifurquer et de découvrir tout à fait autre chose et d'en parler et d'explorer et de se demander à l'échelle non plus de la classe mais du village ou de la ville où se situe tel bâtiment par rapport à tel autre. Dans le domaine explorer le monde, il y a également explorer le monde du vivant. Donc là, on peut avoir un élevage en classe, par exemple, et comparer les animaux qui ne le sont pas, qui ne sont pas en classe, je veux dire. Explorer les objets,
apprendre à connaître un petit peu les appareils photo. Alors ça, c'est en dessous, les outils numériques. En ce qui concerne les objets, c'est davantage tout ce qui est voilà, objets, matières, le fait de les explorer. Là encore, vous voyez évidemment le lien direct avec l'art plastique, l'art visuel et les jeux des textures, et utiliser des outils numériques. Parfois, il y a un ordinateur en classe, on va l'utiliser à tour de rôle. Parfois, il y a un appareil numérique qu'on peut utiliser et ça permet de travailler sur une vision ou des jeux d'orientation. Enfin voilà, encore une fois, il peut y avoir des transversalités entre les différents domaines. Donc l'idée, c'est, de se demander, en tous les cas, c'est une question qui pourrait être, qui pourrait être posée par des parents, d'accord? Eh bien, voilà, je développe l'autonomie de mon enfant et comment je fais pour, développer, les apprentissages, pour mon enfant. Les bonnes habitudes au quotidien, c'est dans un premier temps tout ce qui est habitudes alimentaires, alimentation saine dans le sens où on sait à l'heure actuelle, que la diversité des aliments, a une grande importance, mais on sait également que le fait de mastiquer au quotidien a une importance pour l'articulation de l'enfant. Il y a des véritables conséquences, pour des enfants qui, sont habitués à des alimentations très molles, comme, steak haché, purée, des aliments qui n'ont pas besoin d'être mâchés. Ça a une véritable, ça a des véritables conséquences sur l'articulation et sur, le développement de la mâchoire. Donc, si les enfants ont, une alimentation diversifiée avec, justement, cette possibilité de croquer dans la pomme ou dans autre chose, mais, d'avoir, des aliments qui sont vraiment, à mâcher, ça a une énorme importance. En ce qui concerne le sommeil réparateur et non ce qui est écrit, eh bien, il y a une très grande différence en classe entre des enfants qui ont un temps de sommeil, correct, c'est-à-dire quand je dis correct, c'est pas du tout un jugement, hein. C'est que les enfants qui dorment peu, et ça peut venir vraiment de raisons tout à fait différentes. C'est pour ça que je ne suis absolument pas dans le jugement. Il y a des enfants qui, ont du mal à s'endormir parce qu'ils ont passé une certaine heure et donc ils ne trouvent plus le sommeil, il peut y avoir ça. Il peut y avoir l'habitude de regarder un petit dessin animé le soir et d'avoir, le cerveau qui fonctionne sur, des questionnements par rapport au dessin animé, voilà. Ça peut être de l'anxiété par rapport à une situation, familiale ou autre, et l'enfant a beaucoup de mal à être, tout à fait serein pour s'endormir. Heu, voilà. En tous les cas, le constat, c'est que des enfants qui se couchent vers, 20:00, 20:30, pour un réveil à 7:30, 7:00, sont des enfants qui vont pouvoir mobiliser leur attention davantage. Ensuite, le fait dans le fait de s'endormir difficilement, il peut y avoir aussi le fait de ne pas beaucoup bouger. Alors, en général, ça ne concerne pas les enfants de maternelle, ça concerne plutôt les ados que je suis et qui me disent: «Oh, c'est super compliqué le sommeil». Alors, pour eux, il y a vraiment un problème d'hormones, mais il y a également parfois le fait d'être, d'avoir très peu d'activité physique et donc d'avoir besoin de se dépenser et donc de rencontrer des insomnies. Voilà, mais bon,
l'idée de pratiquer des activités physiques régulièrement entre 3 et 6 ans favorise vraiment le développement de l'enfant et l'autonomie. Évidemment, les interactions avec les parents, puisque ça permet de parler de ce qu'on a fait ensemble. Et aussi, dernière bonne habitude, c'est d'avoir du temps pour soi. Parce qu'on a tendance à être, en tant que parent, à vouloir que l'enfant ait plein d'activités, ce qui est très chouette. Mais l'enfant a aussi besoin de se poser et de regarder, bah là, comme cette petite fille par la fenêtre. Et en tous les cas, d'avoir le temps. Parfois, quand un enfant dit: «Je m'ennuie», eh bien, faut pas en avoir peur. C'est source de créativité, c'est source de pensée, c'est un moment où l'enfant va, de toute façon, au bout de 5 minutes, trouver autre chose à faire. Donc, on peut faire, semblant de ne pas forcément entendre et laisser passer ce cap de la phrase et parfois, le déclencheur derrière, c'est, une belle séance de créativité. Alors, développer l'autonomie, oui, mais comment? Donc 5 conseils. Donner des responsabilités adaptées à l'âge de l'enfant. Ils adorent ça et ça permet de montrer justement qu'on a conscience du fait qu'ils grandissent. L'encourager à faire des choses par lui-même, alors c'est autant, le fait de cuisiner sans qu'il y ait de danger dans la cuisine, on est bien sûr, très présent quand, le four est chaud, mais l'idée, c'est vraiment de montrer à l'enfant qu'il est capable de faire énormément de choses par lui-même. Le superviser, mais ne pas faire à sa place et lui montrer qu'il est, tout à fait apte à agir. Et lorsqu'il y a un problème, que ça soit quelque chose qui soit cassé ou une contrariété, l'idée, c'est vraiment de reparler des erreurs et de ne pas, les rendre anxiogènes. Tout simplement, que l'enfant découvre que lorsqu'il fait une erreur, il apprend aussi autre chose. Ça fait partie des phrases clés, dans les classes, mais je pense que ça peut faire partie des phrases clés à la maison aussi, puisque même en tant qu'adulte, c'est important de pou de pouvoir, Heu de pouvoir se saisir de nos difficultés pour aborder les choses tout à fait différemment une autre fois, hein. On peut se servir de soi en tant qu'adulte comme modèle aussi, mais pas dans le sens, super-héros, mais dans le sens, voilà, j'ai raté, bon la prochaine fois je ferai mieux et je ferai surtout différemment. Et surtout, le féliciter des réussites parce que ça fait grandir. Quand on sent qu'on a réussi quelque chose, ça permet de passer des marches au fur et à mesure et d'avancer. Ah ah! Je suis bloquée au niveau de ma présentation. Que se passe-t-il? Désolée, je vais placer le petit bandeau et du coup alors, comment favoriser les apprentissages? Hop, je pense que c'est la suivante. Oui, a priori. Oh oui. Donc déjà, c'est vrai que c'est un petit peu dans la même logique d'accompagner, superviser sans faire. C'est plutôt que d'apporter une réponse à une question, c'est de retourner la question en disant: «Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, à ton avis, quelle est la réponse à ta question?» Voilà.
Encourager la curiosité mentale, ça signifie qu'on laisse du temps pour ça, hein, d'accord. Utiliser la fiction, c'est comment dans l'imaginaire, est-ce qu'on peut imaginer la suite d'une histoire quand on s'arrête dans un album? Qu'est-ce qu'on peut imaginer par la suite? Et tel personnage, que va-t-il vivre à ton avis? Voilà. Et petit à petit, alors on le verra, c'est un grand rôle, exercer son inhibition, c'est-à-dire que petit à petit, il est question de favoriser le fait de retenir, que ça soit les émotions, les paroles, et le fait d'exprimer continuellement ce qu'il pense. Et on va voir effectivement que ça a une importance. Pourquoi? Parce que dans une classe, dans un collectif, le fait de s'exprimer continuellement pose problème. Alors évidemment que la parole de l'enfant a une grande importance, mais il faut apprendre à écouter les autres. C'est pas juste l'enseignant, c'est vraiment écouter les autres. Et puis des moments où on retient toutes les paroles pour pouvoir se concentrer sur une activité. Ça aussi, c'est un véritable apprentissage. Alors, quelle différence entre la grande section et le CP? L'idée, c'est vraiment de très rapidement se dire que lorsque les enfants quittent la grande section, ils ont vraiment des acquis qui sont posés. Ils ont des bases solides, ils ont des leviers à plusieurs niveaux. Donc, on est vraiment dans une continuité pédagogique où l'élève va avoir une certaine posture et effectivement, une des grandes différences au CP, c'est que l'élève devra rester plus longtemps assis à une table. Alors, il y a des pédagogies un peu plus actives, mais d'une façon générale, on demande à l'élève d'être de plus en plus autonome en ce qui concerne la lecture et l'écriture, et donc les séances se rallongent et l'enfant va petit à petit adopter justement une posture d'élève et avoir cette fameuse inhibition où on est vraiment dans le fait de retenir son envie de faire, d'agir, pour pouvoir se poser, canaliser son énergie sur une activité. Alors, comment accompagner son enfant lorsqu'il rencontre des difficultés passagères? Comme je vous l'ai expliqué, quand mes enfants étaient en maternelle, mon premier constat, ça a été, c'est étrange quand même, alors ça a été pour le plus grand dans un premier temps, il ne retient pas les prénoms des camarades. Il me disait lui, l'autre, bon. Alors ça, c'était déjà un premier questionnement pour moi. Et pourtant, c'était parfois des très bons copains, de très bonnes copines, hein, ça n'avait rien à voir avec l'affect. C'était vraiment la difficulté de mémoriser les prénoms. Ensuite, autre difficulté que j'avais repérée en ce qui concernait l'écrit, c'était la difficulté de retenir les lettres de l'alphabet en capitale et en moyenne section, ça avait été très, très compliqué. Difficulté de retenir les jours de la semaine dans l'ordre en grande section. Alors, c'était vraiment très, très compliqué. Et puis, l'accès à des mots précis. C'est-à-dire que lorsque l'un comme l'autre, hein, lorsqu'il m'expliquait quelque chose, il y avait beaucoup de trucs, machin, parce que, et pourtant ils avaient le vocabulaire, hein, ils l'utilisaient par ailleurs dans un autre contexte, mais là, quand ils cherchaient le mot n'était pas accessible. Donc là, on n'est pas dans une difficulté passagère. Moi, il me semblait que c'était une difficulté passagère, mais en fait, il se trouve que ça fait partie vraiment des facteurs des enfants qui sont dits 10, hein, troubles spécifiques de la langue et du langage et des apprentissages. Voilà, donc là, c'est vraiment dans un premier temps, comment accompagner son enfant lorsqu'il rencontre une difficulté passagère, hein. On est vraiment là dans un premier temps où, par exemple, on a un enfant qui est très impulsif. Comment est-ce qu'on gère cette impulsivité? Alors déjà,
je tiens à rassurer les parents qui se posent la question, un enfant peut être impulsif sans nécessairement avoir une hyperactivité, d'accord? Il peut dans un premier temps parce qu'il y a alors ça se passe au niveau du lobe préfrontal, hein, on parlait de l'inhibition, c'est une maturité qui normalement est acquise vers 7 ans, hein. C'est pour ça qu'on dit l'âge de raison, mais c'est pour plein de raisons, mais celle-ci en fait partie. Et donc, il y a des enfants qui ont une très grande énergie et qui ne sont pas forcément hyperactifs, hein. L'hyperactivité, c'est vraiment très spécifique. C'est le fait de passer d'une activité à une autre sans pouvoir jamais se poser, d'accord? Et c'est associé à un trouble du déficit de l'attention, TDA, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas, prolonger une activité longtemps parce que son attention est continuellement, alors soit, gênée par un bruit, par une odeur, par voilà, un enfant très dispersé, hein. Donc ce qu'on appelle TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, et le slash, c'est parce que parfois il y a un trouble de déficit de l'attention sans hyperactivité extérieure. C'est-à-dire qu'intérieurement, il y a énormément d'idées et d'activités cérébrales, mais ça n'apparaît pas à l'extérieur, l'enfant semble calme. Alors, en conséquence de cette impulsivité, c'est un enfant qui va couper la parole, qui ne va pas écouter les autres, qui ne respecte pas l'autorité dans le sens où il n'entend pas, parce qu'il a tellement d'énergie qu'il n'entend pas l'adulte qui lui demande de se poser. Un enfant qui va passer d'une activité à une autre continuellement et qui, parfois, ne pourra pas finir une activité parce qu'il est déjà sur beaucoup d'autres activités. Ça va être un enfant qui, parfois, a des difficultés relationnelles avec les autres parce que, plutôt que de trouver les mots, il est, tout de suite dans une action et dans une réaction de ce qui lui est dit et de ce qui lui déplaît. Donc là, justement, on est, dans la difficulté d'avoir l'inhibition, des émotions. Et donc ça peut s'exprimer, comme vous le voyez avec cette petite fille, par de la colère, de la bagarre pour ce petit garçon, mais voilà, c'est pas il n'y a pas de cliché, ça peut être tout à fait l'inverse, hein. C'était vraiment des images pour symboliser, ces situations. Alors, pour l'impulsivité, 3 conseils. Parfois, voilà, jusqu'à 4 ans, on compte jusqu'à 5, mais c'est pas 5 et j'ai la menace de, voilà, tu iras t'asseoir, machin. C'est vraiment histoire de, voilà, tu sais, quand c'est comme ça, une fois que l'enfant s'est calmé, on en reparle. Ça peut être le soir, ça peut être un moment où vous sentez qu'il est bien à l'écoute. Tu sais, quand tu es dans tes émotions comme ça, ce qu'on pourrait faire, c'est compter jusqu'à 5 et ça te donne le temps de, voilà, te calmer, juste, voilà, on compte ensemble et puis hop, et parfois ça marche vraiment très très bien. Ça peut être aussi le fait de contracter ses muscles et de tout relâcher. Et ça peut être debout, ça peut être assis, voilà. Un enfant, quand il est empli d'émotions, on peut lui donner cette stratégie en lui disant: «Mais tu peux tout à fait, faire ça 3 fois, plusieurs fois», voilà, tu sens que ça relâche. Ça peut être, le fait de regarder tout autour et de lui dire: «Bah, tu sais, quand ça t'arrive, quand tu as trop d'émotions, tu peux te dire, tiens, les meubles dans la pièce». Alors ça fonctionne avec les plus grands. Pour les plus petits, c'est trop compliqué. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur ces émotions avec les enfants, pour qu'ils puissent exprimer et qu'on puisse désenclencher au fur et à mesure. Et plus on prend le temps de poser des mots sur ces émotions vives, et d'un côté, ça soulage l'enfant vraiment, ça permet aussi de dédramatiser,
et ça permet d'éviter en tant qu'adulte de rentrer dans des colères liées à l'incompréhension. Voilà, on est dans un dialogue et des interactions constructives. Alors, lorsque la difficulté, c'est l'inattention, ça peut être vraiment difficile d'avoir un enfant qui semble rêveur continuellement. Alors, on l'a vu un petit peu, hein, on l'a abordé avec le TDA. Ça peut être tout à fait lié au fait d'être dans ses idées et de ne pas entendre, d'être tellement concentré sur ses idées, de ne pas entendre ce qui se passe à l'extérieur. On dit d'un enfant qu'il est rêveur, mais il y a énormément de raisons. Et parmi ces raisons, il y a quand même euh, le fait d'avoir des difficultés de langage. Lorsqu'un enfant ne perçoit pas tout de la compréhension du langage, il peut être inattentif. Alors, ça peut être, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'accès au lexique mental. Ce qu'on appelle lexique mental, c'est tout le vocabulaire, la précision du vocabulaire. Donc là, c'est vraiment ce qui est en bas, c'est ce que je partageais avec vous, la difficulté constatée pour mes propres enfants. Le retard de langage, c'est vraiment lié à tout ce qui est prononciation difficile pour certains sons proches, hein, des confusions mais qui peuvent être retrouvées au niveau de l'audition, la structuration des phrases, la mémorisation des mots de vocabulaire, la compréhension dans les échanges, tout ça, c'est appelé retard de langage et ça peut affecter l'attention de l'enfant. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, et là, c'est vraiment l'enseignant qui parle, c'est de faire vérifier la vue et l'audition. Quand vous voyez que l'enfant est vraiment inattentif, il peut y avoir directement des raisons physiologiques avec une audition qui peut être faible du fait d'otites séreuses à répétition, de bouchons, voilà. Et ça peut être effectivement au niveau de la vue, le fait de ne pas bien voir, ça a véritablement une conséquence sur l'attention. Je voulais juste très, très rapidement vous parler pour les enfants qui ont des difficultés qui sont un petit peu plus de l'ordre des troubles, hein, là, pour le coup. Il s'agit de la conception universelle de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à l'heure actuelle, on travaille dessus au niveau pédagogique, notamment sur des plateformes, pour permettre à toute cette neurodiversité qui fait notre richesse humaine, de permettre à tous les profils d'accéder aux connaissances. Et donc, cette perception des apprentissages ouverts à tous me semble extrêmement intéressante. Et je voulais juste vous exprimer le fait que là, à l'heure actuelle, il y a des avancées dans ce domaine. Ce n'est pas très rapide, mais en tous les cas, ça a le mérite d'exister. Et en ce qui concerne, par exemple, les multimodalités qui permettent aux différents profils d'accéder aux connaissances, c'est autant l'écrit avec une synthèse, d'accord, mais ça peut être l'accès à un audio, l'accès à une vidéo, l'accès à une carte mentale, et tout ça sur une même notion. Et on sait à quel point on est plus ou moins sensible suivant, ça peut être d'ailleurs suivant l'heure de la journée, c'est pas juste un profil neuro, voilà, c'est juste la possibilité d'avoir différents supports, et le fait de multiplier ces supports, ça permet vraiment de choisir en fonction de ses préférences et puis parfois en fonction de ses difficultés. Voilà, donc ça c'était vraiment, je voulais vous en parler très rapidement. Je vais juste finaliser en vous parlant un petit peu de la cytographie. Donc je me suis appuyée sur les programmes et les horaires de l'école maternelle. Les différents éléments liés à la maison d'édition Tom Pouce pour les enfants qui ont des besoins spécifiques ou en tous les cas pour se questionner s'il y en a. La méditation comme une aide pour des enfants hyperactifs, vous avez un lien qui vous sera fourni. Calme et attentif comme une grenouille, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une très très belle ressource qui permet aux enfants, même petits, d'avoir des temps de méditation qui sont tout à fait adaptés à leur âge.
Voilà, et puis j'ai mis le site voilà, où je travaille en tant que technopédagogue Palon 10 et le projet européen sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle Elle et qui s'est appuyé justement sur la conception universelle des apprentissages. Et voilà, je vous remercie, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une petite question peut-être. Très bien. Venant d'une famille binationale et avec 2 langues à la maison, et c'était un souci quand mon fils était lui-même à l'école maternelle, je me demandais si il y avait des choses à faire ou à ne pas faire pour lui à la maison pour l'aider à acquérir la langue de l'école et les 2 langues à la maison en fait. Donc je ne sais pas s'il y a des conseils pour ce type de famille qui Eh avait bien, montré. les études, les dernières études là, montrent qu'il y a parfois une lenteur qui peut être visible pour les enfants en ce qui concerne l'apprentissage de la langue à l'école, du fait de la multiplicité des propositions finalement, hein, voilà, du fait de multiplier les propositions, mais que finalement, ces élèves ont une maturité et une compréhension, parce qu'ils ont l'habitude de comparer. On parlait de l'éveil linguistique tout à l'heure, donc eux, ils le font évidemment tout à fait naturellement. Ils ont une richesse de vocabulaire et une perception très, très spécifique. Alors, en tant que parent, certains parents s'étaient posé la question de savoir s'il fallait absolument parler la langue de l'école à la maison. Et finalement, ce qui ressort, c'est que lorsque c'est le cas, on perd la finesse de la langue. C'est-à-dire, on perd tout ce qu'on sait dire dans la langue maternelle, on a une difficulté à transmettre dans une langue qu'on ne maîtrise pas complètement. Voilà. Mais ça peut être, voilà, on peut être tout à fait bilingue, hein, c'est pas là, je ne parle pas de cette situation-là. Je parle d'une situation où, un parent ne parle pas tout à fait le français là pour l'école française, par exemple. Il est préférable dans ce cas-là, selon les études, de parler dans la langue maternelle. Et puis après, de poser des questions à l'enfant pour que l'enfant explique ce qu'il a appris à l'école en français et donc permettre d'avoir un échange comme ça. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tous Oui, les oui, cas, c'était une très bonne. Oui, c'est très bien en fait. J'aurais dû penser à l'époque, il est plus grand maintenant, mais ça aurait pu m'aider avec les inquiétudes que j'avais en fait. j'imagine que ça génère des inquiétudes, effectivement. Merci, au revoir.